française. Français, aidez-moi. 彼らは無名のまま風のように去った。 Stanotte t'ho sognata tutta la notte. D'étoiles en étoiles sur Campus Grenoble 90.8. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission d'Étoiles en étoiles, votre grand bol d'air frais et de culture mensuelle, la bonne bouffée de science qui dépoussière votre regard et revigore vos oreilles et vos méninges. Aujourd'hui, nous prenons le large, loin de l'urbanisme, de la psychologie ou de la physique qui nous ont occupés aux semaines précédentes. Oui, nous prenons le large pour suivre la trace des super-héros, Batman, Superman et autres Spider-Man, qui nous feront voguer entre mythe et science, entre échos des temps révolus et préoccupations du présent. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Clément Pellissier, qui est doctorant au Centre de recherche sur l'imaginaire et qui fait une thèse sur les super-héros. Bonjour Clément. Bonjour. J'étais curieux de savoir ce que tu ferais. Et je suis loin d'être déçu. Tu as laissé mourir 5 personnes. Tu as aussi laissé Dent prendre ta place. Même un gars dans mon genre trouve ça dur. Où est Dent ? Ces crétins de la pègre veulent que tu disparaisses pour revenir au bon vieux temps. Mais je suis réaliste. Le passé, c'est le passé. Tu as changé les choses. À jamais. Alors pourquoi vouloir me tuer ? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi ? Je recommencerais à racketter les dealers de la pègre ? Non, non. Non. Non, toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi. Même si tu en rêves. Vous venez d'entendre évidemment une scène extraite du Chevalier Noir, un des films récents sur Batman, qui fait partie donc de ces films qui nous marquent quasiment dans la vie quotidienne, puisque les super-héros, finalement, on en entend parler quasiment tous les jours. N'est-ce pas Clément ? Exactement, c'est bien d'ailleurs d'avoir pu commencer par un film récent, puisqu'effectivement, il faut dire que les super-héros nous entourent de façon, on va pas dire quotidienne, mais assez soutenue, puisqu'ils ne sont plus maintenant uniquement des personnages de bande dessinée, mais des personnages déclinés sur tous les supports, et notamment le cinéma, qui leur fait une très grande place depuis plusieurs années, et qui continue de plus en plus à leur céder la parole et l'action. Et même, on entend souvent des expressions qui montrent qu'ils se sont vraiment introduits jusqu'à dans notre langage. Prends pour Superman, ou bien tu t'es cru Batman, ou des phrases comme ça, on les entend quasiment tous les jours. Tout à fait, tout récemment est sorti un ouvrage coédité par Robin S. Rosenberg et Peter Coogan, donc qui sont deux praticiens, donc l'une est neuropsychiatre et le second est membre d'un institut d'études des comic books aux États-Unis. Ils se sont tous les deux intéressés à cette question, What is a superhero ? Donc c'est un livre qui date d'il y a quelques mois en arrière, qui n'a pas encore été traduit en français. Pour le titre, je peux moi-même m'en charger. Qu'est-ce qu'un super-héros à peu près, non ? C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, c'est un ensemble d'articles consacrés aux super-héros et à leur impact aujourd'hui. Et il cède la parole au tout départ à Michael Uslan, qui est le coproducteur des films Batman récents. Et Michael Uslan se demande si la définition du super-héros n'est pas une définition qui répond de notre intime et de notre vie quotidienne. Pour rebondir sur ce que tu disais à propos du langage, Michael Uslan va considérer, lui, par exemple, que les pompiers ou les policiers qui interviennent tous les jours pour aider les gens peuvent être considérés à une certaine échelle comme des super-héros. Il considère à titre personnel que ses parents, qui se sont battus pour l'élever correctement et dans de bonnes conditions, sont aussi des super-héros. Donc cela veut dire que le terme de super-héros n'est pas uniquement un terme de fiction, mais qu'il peut nous parler pour des aspects de notre vie de tous les jours. Mais pourtant, quand on parle de super-héros, donc quelque chose qui va au-delà d'un héros, est-ce qu'il n'y a pas un critère de pouvoir surnaturel ou de choses qui transcendent le quotidien ? Est-ce que une personne qui est vraiment prise dans la finitude du quotidien, donc qui n'a ni super-pouvoir, ni vision extrêmement développée, ni autre, peut être considérée comme un super-héros ? Alors, je pense que dans le temps qui nous est imparti, on ne peut pas aller complètement dans la distinction fine qui existe entre le héros, disons classique, et le super-héros. Le super-héros
Et le héros, de façon générale, est celui qui s'élève au-dessus des autres et qui prend des responsabilités que, entre guillemets, les simples mortels ne prennent pas. C'est la raison pour laquelle le super-pouvoir n'est pas uniquement distinctif du super-héros. Il faut considérer qu'effectivement cet ensemble de caractéristiques forme un genre à part entière qui a généré les super-héros progressivement tels que nous les entendons aujourd'hui. D'accord, mais si l'on se contente de ces critères, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incorporer donc au grand bassin des super-héros des héros mythologiques? Est-ce que dans ce cas-là, Hercule ne serait pas lui aussi un super-héros, ou même Ulysse, ou d'autres personnages comme ça issus de la mythologie ou à la frontière entre mythologie et réel? Alors effectivement, les super-héros ont quand même quelque chose à voir avec les mythes, hein, puisqu'ils ne sont pas nés du néant, ils ne sont pas tombés du ciel, même si Superman le laisse à penser dans son histoire. C'est-à-dire que il faut considérer effectivement qu'on a un substrat mythique qui se retrouve chez certains super-héros, Superman notamment, hein, qui ressemble beaucoup à certains champions de la mythologie. On pense surtout à cette couverture de la première aventure de Superman, où Superman soulève une voiture dans ses bras. Donc c'est une sorte d'Atlas moderne, c'est ça? Où la voiture remplace le monde? Un petit peu, je crois qu'on peut le dire. Après, je crois que la mythologie n'est pas la seule source à laquelle on peut puiser, puisque les super-héros ont des distinctions bien à eux. Je donne un exemple tout bête, hein, c'est-à-dire que dans les années 70, les auteurs de Superman vont se retrouver à amoindrir volontairement un petit peu ses capacités parce qu'il est un peu trop exceptionnel. Hercule est par exemple très fort, mais Superman, lui, en est à remorquer des planètes. Donc le super-héros, c'est celui qui exagère à un degré inhumain, surhumain. Une autre différence peut-être que je viens tout juste de mettre au jour grâce à l'excellent travail de Xavier Fournier, qui a rédigé il y a quelques mois à peine un grand livre assez massif sur les super-héros français, donc super-héros, une histoire française, où en fait lui aussi s'intéresse à cette définition du super-héros et lui l'applique typiquement à des personnages comme le titre l'indique, à des personnages français, parce que l'histoire française est tout de même assez riche de personnages masqués et de héros sans peur. Un exemple peut-être? On va dire qu'au début du 19e siècle, là où son travail commence, il fait des distinctions entre le personnage de Rocambole par exemple, ou de Jean Valjean, qui sont des êtres sans peur et sans reproche. Il nous explique que Jean Valjean est un homme, dit Hugo, qui a une grande force physique et qui peut soulever des charrettes. Et Xavier Fournier fait un rapprochement, alors pas immédiat bien sûr, hein, on ne va pas dire que Superman est issu de Jean Valjean, c'est pas la question, simplement qu'on retrouve un apanage scénaristique qui est tout de même voisin chez les deux personnages. Je pense également à L'Homme qui rit de Victor Hugo, Oui. dont le film a certainement inspiré le personnage du Joker, qui est l'ennemi, un des ennemis principaux de Batman, et dont le créateur a reconnu qu'il avait pu s'inspirer avec ce personnage défiguré par un sourire permanent. Donc ce que nous dit... Même le Joker, un personnage qui est assez archétypique des comics et de l'univers des super-héros, tire sa source d'un texte de Hugo, donc de quelque chose finalement qui est un peu rangé dans une catégorie différente dans l'imagination populaire, quelque chose d'un peu plus noble à l'heure actuelle peut-être. Disons que l'une des sources du Joker est peut-être là. Est-ce que c'est l'unique source? Peut-être un peu présomptueux de le dire. Mais il s'avère que les super-héros, effectivement, ont des sources multiples et beaucoup d'affects et de choses de la culture populaire et de la culture en général se sont greffés petit à petit les unes sur les autres pour créer les personnages tels que nous les connaissons maintenant. D'étoiles en étoiles, sur Campus Grenoble 90.8. Ce qu'il faut peut-être ajouter par rapport au travail de Xavier Fournier que je citais tout à l'heure, c'était qu'il y avait une définition par rapport à la double identité. Et il y a une distinction établie entre la double identité mythologique et la double identité dépeinte dans les comic books. La double identité mythologique, qu'est-ce que ça veut dire? La double identité des personnages de mythologie. D'accord, donc ils ont deux faces, c'est ça, une face plus humaine et une face disons que de héros. souvent les personnages de mythologie sont des héros qui s'ignorent au départ. Je pense par exemple à Héraclès qui est le fils civil d'Amphitryon, mais en réalité le fils de Zeus dans le panthéon de l'Olympe.
Et la plupart du temps, souvent au moins, ce sont des personnages qui vont se révéler au monde soudainement, à un certain âge de leur vie, alors que pour les super-héros, il va y avoir un perpétuel mouvement de balancier entre leur identité civile et leur identité costumée. Tandis que pour les héros un petit peu plus traditionnels, un petit peu plus classiques, généralement, une fois qu'ils sont passés de l'état de simple mortel à l'état héroïque, Oui. il n'y a pas de retour en arrière. D'accord, donc il n'y a pas de point de rupture, vraiment un point de passage où on bascule du mortel lambda, comme pas mal d'entre nous le sont, au super-héros. On est vraiment sans cesse un peu pris en étau entre ces deux états civils. D'un côté, une identité de mortel et normal qu'il faut préserver pour rester dans la normalité, et de l'autre, un super-héros doté de pouvoirs fantastiques. C'est ça, disons que pour les super-héros, la notion de double identité, elle est capitale, pour ceux qui en possèdent en tous les cas, parce que généralement, c'est par son identité civile que le super-héros va aider le lecteur ou le spectateur à s'identifier plus ou moins à lui. Clark Kent est Superman, mais c'est précisément parce que il y a Clark Kent derrière Superman que le lecteur arrive à vibrer à ses aventures, selon moi en tous les cas. D'accord, donc même si Clark Kent n'a rien comme ça d'un super-héros, c'est un être normal, c'est lui finalement qui donne un peu de son sel au récit en permettant au spectateur de se mettre dans la peau de quelqu'un qui, sans ça, paraîtrait totalement déconnecté de l'univers quotidien. C'est ça, et on peut penser à un super-héros qui lui aussi travaille beaucoup sur son identité secrète, qui est l'homme araignée, donc Spider-Man. Dans son histoire de création, l'un de ses auteurs premiers, c'est-à-dire Stan Lee, a eu cette idée donc de ce jeune homme qui était piqué par une araignée et qui prenait les capacités de l'araignée et devenait un super-héros masqué suite à la mort de son oncle, donc décidant de vouer ses pouvoirs au bien. Et en fait, on a dit à Stan Lee au départ, mais tu es complètement fou, ça ne marchera jamais, parce que déjà une araignée c'est pas sexy, et donc tu n'arriveras jamais à attirer les gens avec l'histoire d'un garçon qui se fait mordre par une araignée. Et il s'avère qu'en fait, ça a très bien marché, en partie, je pense, parce que, précisément, Peter Parker est un pauvre bougre qui connaît toutes les misères de la vie, c'est-à-dire, voilà, c'est un petit binoclard très très intelligent, mais que les filles rejettent un petit peu. Il n'a pas beaucoup d'argent, il galère pour payer son loyer, il vit avec sa tante qui est âgée, il doit s'en occuper. Et à côté de ça, il met un masque et il va combattre le crime. Et je pense que c'est en partie parce que Peter Parker est là et qu'il parle à une génération d'Américains ou de Français, on est dans les années 60, qu'il va réussir à s'imposer dans les magazines. D'accord, donc là il y a la première identité des super-héros qui nous rattache à notre quotidien, à nos problèmes plus ou moins quotidiens, aux problèmes d'argent, de loyer, d'histoires amoureuses et autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres rapports entre le super-héros, donc ce qu'il vit soit dans une de ses identités, soit dans l'autre, et une importance plus grande de certaines valeurs de la société à un instant donné? Parce que là, on parle de choses plus ou moins éternelles. Des problèmes d'argent, c'est pas né à la fin du XXe siècle. Mais est-ce qu'il n'y a pas des structures qui peuvent vraiment tracer Il y a des échos sans doute avec la grande histoire. Et c'est vrai que ça fait étrange de parler de super-héros en des temps un petit peu difficiles et tristes, même pour nous. Mais il est vrai que les super-héros, souvent, se heurtent à la grande histoire. On parlait tout à l'heure du Chevalier Noir, donc du Dark Knight, de son thème un petit peu atypique, un petit peu sombre, qui fait le lien, me semble-t-il, le travail de Christopher Nolan, d'une façon générale, fait le lien entre les cicatrices de la grande histoire et l'histoire personnelle de Batman, l'histoire de Gotham City, la ville fictive dans laquelle il agit. On trouve de plus en plus actuellement de super-héros qui se heurtent aux difficultés de l'histoire. Superman récemment s'est heurté au problème de la guerre en Irak par exemple, où il va se heurter aux problèmes des dictatures, des régimes injustes et totalitaires. Voilà, donc ce sont des personnages qui sont là aussi pour s'intéresser à ces problèmes-là. Après, c'est toujours le problème des interprétations, c'est-à-dire est-ce que les super-héros sont constamment en train de nous rappeler quelque chose de l'histoire ? Peut-être pas, parce que la production est telle qu'on ne peut pas systématiquement associer un récit à une période historique ou à une crise de l'histoire. Je dis simplement que de temps en temps, ils sont extrêmement efficaces pour nous rappeler nos propres angoisses par rapport à la grande histoire, et que ça peut être utile dans une certaine mesure de voir un petit peu leur vision des choses. Oui.
Et au-delà même des grands échos de la grande histoire et des valeurs abstraites qui peuvent être véhiculées dans ces films, on a aussi des résonances bien plus concrètes, vraiment de la politique. Je me souviens maintenant d'un article que j'avais lu sur Batman, le Chevalier Noir, donc le film de Christopher Nolan, où l'auteur se demandait si Batman était plutôt de droite ou de gauche, enfin, si le film en lui-même véhiculait plutôt des valeurs de droite ou de gauche. Et c'est vrai qu'on a parfois un contenu vraiment politique dans ces films, avec dans Batman la peur de l'anarchie, donc quand Bane relâche tous les criminels et que se montre le spectre éventuel d'une totale anarchie. Alors effectivement, c'est vrai que les interprétations peuvent aller bon train. Il est vrai que dans le film, notamment The Dark Knight, on a une scène assez forte où Batman doit arrêter le grand méchant du film, qui est le Joker, et pour cela, il doit se servir d'un immense sonar qui va être triangulé via tous les appareils de la ville, donc les portables, les ordinateurs. Donc potentiellement, Batman a accès à toutes les données personnelles des Gothamites, donc des habitants de Gotham. Et son bras droit, qui est Lucius Fox, va très très clairement lui dire « Vous n'avez aucun droit de faire ça, c'est une atteinte à la liberté de chacun. » Et rien ne justifie une telle intrusion dans la vie privée. Et Batman va répondre que, au nom de l'arrestation du Joker, il est prêt à courir le risque, mais qu'il accepte que son bras droit refuse de prendre la responsabilité de faire ça. Donc, à mon avis, on peut difficilement évacuer le... Alors, j'aime pas vraiment dire que les auteurs ou les cinéastes ont un message, parce que c'est un terme qui est très connoté, et c'est un terme dont on m'a appris à me méfier dans mes études. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu beaucoup une critique de certaines pratiques dont l'actualité laisse émerger certains travers? C'est assez probable. Mais dans le cas que tu mentionnais, c'est même au-delà d'une influence du contexte historique, vraiment des questions quasiment scientifiques, non, qui préoccupent les scientifiques ou la société actuelle, mais d'un point de vue très scientifique et pas juste une idéologie. Donc c'est vraiment des résonances du contexte technologique ou scientifique actuel, et pas juste de grandes questions qui ont agité l'humanité. C'est ça, en fait, Batman, pour revenir une fois de plus sur lui, une fois de plus, il utilise la technologie, c'est-à-dire des ressources technologiques et scientifiques auxquelles lui seul a accès, parce qu'il a les ressources financières et intellectuelles pour y avoir accès. Et en fait, la grande question qui peut être, à mon avis, posée, donc encore une fois dans ce film-là, The Dark Knight, c'est quand j'ai le pouvoir de faire ce que je fais, c'est-à-dire de m'introduire dans l'intimité des gens, et quand j'ai les ressources et le pouvoir, est-ce que cela me donne le droit, parce que j'ai le pouvoir de le faire? Et jusqu'où peut aller l'ingérence, jusqu'où peut aller la justice telle que Batman la conçoit, si cela doit attaquer les libertés individuelles de chacun, et si cela doit en venir à une vision assez personnelle de la moralité. On fait une petite pause musicale avec The Keys. wasn't it to win before it chased the places that I've been intrigued enough to say. Sometimes it makes me jump so high that I make holes in my mini trampoline. This is what happens when love tries to intervene. Try to hold on till you taste your guts and your beliefs, that's all you got. Don't ever join the fearful and start a choir. Half an item more fuel in the fire. Death is always closer than it appears in a mirror where you find yourself gorgeous. Get ready for years of sneers. If laughter's what you're after, then you're doomed.
don't exit your room. You can send symbols straight to the sewer. So will you please just stop calling me sir? C'était Don't Make Me Say It de The Keys. D'étoiles en étoiles sur Campus Grenoble 90.8. Et donc Batman, là on vient de parler de la question des libertés individuelles, de l'anonymat, mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution visible des préoccupations qui transparaissent à travers ces films sur les super-héros ou bien les comics? Quand on avait dans les années 60 des super-héros qui étaient dominés par la crainte d'une bombe ou bien même dont la génétique avait été modifiée par des bombes, enfin, je pense à Hulk qui était un physicien nucléaire qui a été transformé et rendu surhumain, superhumain par le déclenchement d'une bombe. Donc des préoccupations vraiment très axées sur la peur nucléaire, qui évoluent maintenant plus vers des questions en partie de l'ordre des libertés individuelles ou bien de... Là, je pourrais prendre l'exemple de Thierry Rogel, qui a écrit il y a 2 ans de ça un livre qui s'appelle Sociologie des super-héros. Donc comme le titre l'indique, c'est un travail de sociologie. Thierry Rogel étant lui-même un sociologue, et en fait il s'intéresse à cette question de la science chez les super-héros, et moi aussi du coup c'est le but de mon travail actuel, et il prend l'exemple des X-Men. Donc les X-Men sont un groupe de mutants des éditions Marvel qui a vu le jour dans les années 60, et ils ont la particularité d'être des mutants qui sont nés mutants. Généralement leurs pouvoirs ne sont pas issus d'un accident scientifique, d'une explosion de bombe, d'une exposition des radiations. Ils ont en eux les capacités qui leur permettent d'être mutants, et ils se distinguent des autres et des simples mortels. Ce que nous dit entre autres Thierry Rogel, c'est que la notion de génétique et la notion de transfert de gènes, de clonage, évidemment, n'est pas du tout la même en fonction si tu es dans un épisode des années 60 et si tu es dans un épisode des années 2000. Parce que les considérations sur cette question de la génétique, sur le darwinisme ou sur l'influence de l'environnement pour un sujet et dans le développement de ses compétences ou de son quotidien en général, eh bien, ces considérations-là ne sont pas du tout les mêmes selon l'époque à laquelle tu te situes. On ne parle pas de clonage dans les années 60 chez les X-Men. Ce sera un petit peu plus tardif, parce que la science n'est pas encore, ou plutôt le grand public n'est pas encore au fait de ces questions-là, et la science n'a pas encore les clés qui lui permettront de traiter de ces domaines-là, même si la science-fiction, elle, peut se permettre de fantasmer justement sur certaines capacités de l'être humain qui sont des fantasmes à une époque, mais qui n'en sont plus à d'autres. Le grand intérêt de Thierry Rogel, c'est de dire que précisément, ce qui
à une époque relevait de la science-fiction et limite de la magie, a été progressivement soit complètement infondé par les travaux de la science et ses progrès, soit au contraire, on s'est approché de quelque chose qui pouvait ressembler à ce qui était fantasmé par les comics. Oui, c'est la citation connue d'Arthur Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, finalement. C'est ça. Clément, tu viens de nous montrer brillamment que les super-héros suivaient l'évolution de l'actualité scientifique ou des préoccupations scientifiques. Mais est-ce que ça les force pas à devenir périmés à un certain moment ? J'entends par là que quand on parle des grands héros de la mythologie, on a des thèmes qui ont une résonance universelle et qui traversent le temps. Enfin, on a l'amour, les grandes quêtes, on a Ulysse qui a le mal du pays et qui veut retrouver son épouse. Est-ce que si on ancre maintenant les super-héros dans un contexte précis, scientifique donné, ça les contraint pas à devenir périmés au bout de quelques années ? Je te répondrai en te disant que Batman et Superman fêtent leurs 75 ans. C'est vrai. Mais après, pour répondre tout de même plus précisément, je pense au travail que faisait Umberto Eco en 72 déjà. Le mythe de Superman, tout simplement, qu'il a publié dans son cours intitulé Communication, et où il se disait que Superman est en fait à mi-chemin entre le héros mythique, qui est en fait un héros connu par tous, qui est un récit figé et retransmis aux gens par l'oralité et puis par la suite par l'écrit, mais qu'il se différenciait tout de même de ces personnages-là parce que précisément le lecteur, c'est ce que Umberto Eco appelle la civilisation du roman, le lecteur est dans cette civilisation qui demande de consommer et de lire du roman et du récit, et donc est dans l'attente de nouveautés, de nouvelles publications, de nouvelles aventures pour ces personnages-là. Donc Superman ne peut pas disparaître. Il arrive que des super-héros, à cause de problèmes éditoriaux, à cause de problèmes politiques, parce que parfois on va tenter de les censurer, on en revient à la question politique, il arrive que les super-héros disparaissent pour un temps donné des kiosques, mais ils vont toujours renaître de leurs cendres et revenir, un petit peu comme les mythes, revenir sous différentes versions, parce qu'il faut quand même le repréciser, le nombre des récits est aujourd'hui indénombrable, on a des milliers de récits différents depuis les années 40. Voilà, le super-héros, c'est quelqu'un qui doit continuer d'essayer de sauver le monde, et le lecteur est demandeur de choses nouvelles, donc le super-héros ne peut pas se périmer, ou tout du moins, il ne peut pas se figer. Se périmer, je ne sais pas, parce que peut-être que le lectorat peut s'en désintéresser complètement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect commercial aussi, des super-héros, ne nous cachons pas les faits non plus. Donc peut-être qu'un jour, on ne s'intéressera plus du tout à Superman, mais dans le côté symbolique de la chose, le super-héros doit perdurer et continue à combattre pour ses idéaux et pour ses valeurs. Je rebondis juste sur ce que tu disais, à savoir que peut-être que dans quelques siècles, personne ne s'intéressera plus à Superman. On sait que les mythes, les grands mythes fondateurs, ou bien les grandes épopées, je parle de Gilgamesh, je parle des malheurs d'Osiris, je parle de la guerre des titans, ont traversé les siècles, voire les millénaires. Est-ce que tu penses que les récits de ces super-héros ont la même aura ? Est-ce qu'il y a une chance que dans 300 ans, dans 400 ans, on parle encore de Batman, de Superman ? Ils porteront peut-être plus ce nom-là, ils porteront peut-être plus ce costume-là, mais ce qu'ils représentent et les archétypes qu'ils véhiculent seront toujours là, en revanche. Ça, j'en suis persuadé. Mais, comme à chaque fois dans l'histoire humaine, dans l'histoire des civilisations, ce qu'ils véhiculent va changer de forme et va s'adapter aux civilisations. Les gens, dans 300 ans, dans 400 ans, vont récupérer ce qu'ils voudront, consciemment ou inconsciemment, et ils vont créer d'autres personnages, d'autres formes de super-héros. Peut-être qu'on ne les appellera plus des super-héros, mais je crois que ça ne disparaîtra jamais complètement, parce que ce serait prétendre que les récits peuvent disparaître. Et pour moi, les récits, c'est ce qui maintient une civilisation. On aime rêver, on aime se raconter des histoires. C'est comme ça qu'une civilisation traverse les âges et l'espace. Sur ce beau scoop que tu viens de nous donner en exclusivité, Clément Pellissier, à savoir que Batman ne mourra pas, je répète, Batman ne mourra pas, on va se quitter, comme d'habitude, sur un texte qui lui non plus ne mourra pas. C'est un extrait de La Recherche du temps perdu. Des ailes, un autre appareil respiratoire, et qui nous permisse de traverser l'immensité, ne nous servirait à rien. Car si nous allions dans Mars et dans Vénus en gardant les mêmes sens,
il revêtirait du même aspect que les choses de la terre tout ce que nous pourrions voir. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. Et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil, avec leur pareil. Nous volons vraiment d'étoiles en étoiles.